très bien. Mais 5 fois, et à chaque fois, 4 fois peut-être. Mais nous avons eu des discussions. Toi et moi avons eu des discussions. Nous pensions avoir réglé ça à de nombreuses reprises. Et puis, le président Poutine sort et commence à lancer des roquettes sur une ville comme Kiev et tue beaucoup de gens dans une maison de retraite ou autre. Il y a des corps étendus partout dans la rue. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Je suis très déçu. Nous verrons ce qui se passe. Je suis déçu par le président Poutine. Je suis très déçu par lui. Nous allons examiner cela et je vais réduire ces 50 jours que je lui ai accordés, car je pense connaître déjà la réponse à ce qui va se passer. Trump vient de frapper fort contre la Russie et la bourse russe s'effondre rapidement. Vous voyez, lorsque Trump a d'abord donné à la Russie le délai de 50 jours, Vladimir Poutine a supposé qu'il avait 50 jours pour déchaîner l'enfer sur l'Ukraine et prendre autant de terrain que possible. Malheureusement pour Poutine, les choses ne se déroulant pas comme prévu. La Russie perd du terrain sur les lignes de front. Et deuxièmement, parce que Poutine a continué de bombarder des civils à Kiev et partout en Ukraine, et en plus de cela, il envoie des drones dans les pays de l'OTAN. Trump vient tout juste de décider qu'il allait changer sa date limite. Voici ce qu'il a déclaré ce matin. Et c'est pourquoi la bourse russe s'effondre. Écoutons ensemble. Oui, enfin, vous êtes la presse, je vous le répète. Je dirais 10 à 12 jours, je l'annoncerai probablement ce soir ou demain, mais pas besoin d'attendre. Si vous connaissez déjà la réponse, pourquoi attendre? Et ce serait des sanctions et peut-être des tarifs secondaires. Vous savez ce qu'est un tarif secondaire? L'économie russe est en difficulté. Je ne veux pas faire ça à la Russie. J'apprécie le peuple russe. Ce sont des gens formidables. Je ne veux pas faire ça à la Russie, mais ils perdent beaucoup de Russes. Ils ont perdu 1 million de Russes. Et ce sont, vous savez, des fils. Ce sont les fils et les filles des familles russes. Ils quittent la maison. Ils disent adieu à leurs parents, puis se font tuer. C'est pareil pour les Ukrainiens. Regardez l'Ukraine. C'est une catastrophe, ce qui s'est passé là-bas. Mais ça continue. Comme vous le savez, nous avons conclu un accord où l'Union européenne est essentiellement impliquée, mais c'est l'OTAN et nous fournissons des armes à l'OTAN. L'OTAN paye maintenant parce que les États-Unis, parce que Biden s'est engagé pour 350 milliards, les nations européennes, pour environ 100 milliards. Ça devrait être l'inverse d'ailleurs. Avec un grand océan entre nous, ça devrait être l'inverse. Mais je pense qu'à terme, quelque chose va se passer. Ça devrait arriver vite. Tant de gens meurent. Maintenant, cette prochaine partie, c'est ce qui dérange vraiment Poutine. Vous voyez ? Trump a été très ouvert lors de cette conférence de presse, et il a dit au monde entier que la Russie n'a pas vraiment une grande économie. Ils font semblant d'en avoir une. Ils aimeraient vraiment avoir une grande économie. Mais en réalité, la Russie n'est pas une superpuissance. La Russie n'est pas une puissance économique. Les 3 dernières années montrent que ce n'est même pas une puissance militaire. Mais avant de passer à l'extrait, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner ci-dessous. Cela nous aide à informer davantage de gens qui ont besoin de connaître la vérité sur cette guerre. Passons à cet extrait. Ironiquement, leur économie n'est pas si grande et traverse actuellement une période difficile. Mais c'est une économie relativement petite, une armée puissante, mais une économie forte. Autrefois, c'était une économie forte, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils traversent beaucoup de choses. Économiquement, ce n'est pas facile, mais c'est assez petit. Vous savez, comparé à la taille magnifique de cette Terre, la Terre est immense. Elle a, je crois, 9 fuseaux horaires ou quelque chose comme ça. Et c'est une immense étendue de terre. La Russie pourrait être tellement riche. Elle pourrait être tellement riche. Elle pourrait prospérer comme pratiquement aucun autre pays. Ils retiennent cela car nous ne pouvons pas. Ils souhaitent constamment conclure des accords commerciaux avec nous. C'est son souhait. Je l'avais imaginé, de nombreux échanges commerciaux avec la Russie, qui possède beaucoup de ressources précieuses. Quand on parle de terres rares, ils ont vraiment des terres rares, n'est-ce pas? Ils ont à peu près toutes les formes possibles. Donc, vous savez, la Russie pourrait être tellement riche en ce moment. Au lieu de cela, ils dépensent tout leur argent pour la guerre. Ils dépensent tout pour la guerre et pour tuer des gens. Et ça n'a aucun sens pour moi. Je m'attendais à ce qu'ils veuillent y mettre fin rapidement. Je sentais vraiment que ça allait se terminer. Mais chaque fois que je pense que ça va se terminer, ils tuent des gens. Si vous vous souvenez,
Hier, nous avons rapporté qu'une rencontre était prévue entre le président Zelensky et Vladimir Poutine, et qu'elle allait avoir lieu en Turquie. La rencontre a été acceptée, mais les dates exactes restant à déterminer. Hier, j'ai mentionné qu'une délégation américaine et turque serait probablement présente lors de la rencontre en Turquie. Nous ne savions pas si le président Trump allait rencontrer Poutine pour trouver un cessez-le-feu. Aujourd'hui, on lui a posé la question et voici sa réponse. Ed, et envisagez-vous la proposition de rencontre en Turquie et à Haga? Je suis... Non. Vous savez, je ne suis plus tellement intéressé à parler. Nos conversations sont si belles, respectueuses et agréables quand il parle. Et puis, des gens meurent la nuit suivante lorsqu'un missile frappe une ville et touche, je veux dire récemment, je crois, une maison de retraite, mais il touche aussi d'autres choses. À chaque frappe, des vies sont perdues. Alors, Adam... Maintenant, si je devais deviner pourquoi le président Trump a été aussi brutalement honnête à propos de la Russie aujourd'hui, je suppose que c'est parce qu'il a appris l'attaque que Poutine a menée la nuit dernière. Lors de cette attaque, plusieurs immeubles résidentiels à Kiev ont été frappés. Pourquoi la Russie ferait-elle cela? La Russie a la capacité de concentrer toutes ses attaques sur les lignes de front et d'espérer y obtenir un avantage militaire. Mais non, la Russie gaspille des drones et des missiles précieux en ciblant les infrastructures civiles, parce qu'elle ne veut pas simplement gagner sur les lignes de front. Ils veulent déforcer les citoyens ukrainiens à quitter le pays afin de pouvoir s'emparer des terres ukrainiennes. Le président Trump est conscient qu'il s'agit de cela. Voici plus de détails sur cette attaque. Une autre attaque massive de la Russie contre l'Ukraine la nuit dernière. 324 drones, 4 missiles de croisière et 3 missiles balistiques. Dans cette ville, une pharmacie locale a été endommagée, ainsi qu'une université locale et des bureaux. À Kiev, un immeuble résidentiel touché faisant 8 blessés, dont une fillette de 2 ans. Sur votre écran, vous pouvez voir la trajectoire des drones et des missiles lancés par la Russie la nuit dernière et leur chemin parcouru. Nous avons aussi des informations sur le nombre de drones et de missiles interceptés par l'Ukraine et sa défense aérienne. Sur 324 drones, 309 ont été neutralisés par la défense aérienne. Le taux de réussite est d'environ 95% pour les drones, mais seulement de 50% pour les missiles de croisière. Et pour les missiles balistiques, ils n'en ont arrêté aucun. Mais l'armée de l'air ukrainienne ajoute que les missiles balistiques n'ont pas atteint leur cible. Il est possible qu'ils allaient s'écraser sur un terrain vide ou similaire. Et c'est pourquoi l'armée de l'air ukrainienne a décidé de ne pas utiliser ces munitions pour arrêter un missile balistique qui ne menaçait ni les civils ni les infrastructures importantes. Comme si cela ne suffisait pas, une autre chose choquante qui s'est produite la nuit dernière a été un drone russe qui est entré en Lituanie. Il est important de rappeler à tout le monde que la Lituanie est un pays membre de l'OTAN. Si cela est considéré comme une attaque contre la souveraineté lituanienne, l'article 5 pourrait être déclenché. Les chances que cela se produise sont extrêmement faibles. Mais cela montre quand même à quel point la Russie est prête à tenter sa chance. Un drone non identifié, probablement russe, a traversé la Lituanie depuis la Biélorussie et a été repéré au-dessus de la capitale ce matin. Une vaste opération de recherche est menée par la police et l'armée. Les citoyens sont priés de signaler rapidement toute observation au site d'atterrissage potentiel. C'est le deuxième incident de ce type en juillet. Dans le cas précédent, le drone avait été identifié comme un guérin russe. L'attaque russe contre l'Ukraine de la nuit dernière était si massive que la Pologne a dû faire décoller ses avions de chasse pour patrouiller son espace aérien, craignant un incident similaire à celui survenu en Lituanie. Ce n'était pas une erreur, mais un test de la Russie pour évaluer la réaction de l'OTAN. La Russie tente de localiser les défenses aériennes de l'OTAN, probablement pour collecter davantage de renseignements. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous n'abattons pas ces drones. Quand l'Iran lance des frappes de missiles balistiques contre Israël, les pays occidentaux utilisent leurs navires et porte-avions pour abattre tous les missiles. Même les pays arabes alliés des États-Unis dans la région agissent de même. Pourquoi ne pouvons-nous pas soutenir l'Ukraine de la même manière ? Nous n'avons pas besoin d'attaquer la Russie. Nous n'avons pas besoin d'aider l'Ukraine dans les attaques qu'elle mène contre la Russie ou contre les soldats russes. Mais s'il y a des drones dans les airs, s'il y a des missiles dans les airs, et maintenant nous avons prouvé que certains de ces drones pénètrent dans l'espace aérien de l'OTAN, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser cela comme justification pour que les pays de l'OTAN abattent simplement ces missiles en vol et viennent en aide aux civils ukrainiens et aux citoyens ukrainiens ? Au bout du compte, on peut voir, à travers la rhétorique russe, qu'ils ne vont pas s'arrêter à l'Ukraine, à moins d'être arrêtés, à moins qu'ils ne voient une force qui les inquiète, à moins qu'ils ne voient une force dont ils savent qu'ils ne peuvent pas venir à bout.
C'est ce que déclare le ministre russe des Affaires étrangères concernant la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Il considère toujours ces pays comme faisant partie de l'Union soviétique. Et nous en parlons depuis le début de cette guerre. Poutine veut reconstruire l'Union soviétique. Cette rhétorique est maintenant exprimée par la Russie et ses responsables. C'est ainsi que les dirigeants russes ont préparé l'invasion de l'Ukraine. Ils ont instauré une rhétorique affirmant que l'Ukraine appartient à la Russie ou nuit à la population russophone du Donbass. En réalité, rien de cela n'était vrai. C'était simplement la Russie qui tentait de vendre une invasion à ses citoyens. Et il semble qu'ils essaient de refaire la même chose. Voici ce qu'a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères hier. Le 21 juillet, cela faisait 85 ans depuis la formation des républiques socialistes soviétiques, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie. Aujourd'hui, ce trio de bandéristes débite de la russophobie au quotidien. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les gouvernements de ces républiques baltes, autrefois indépendantes, mais en réalité ayant perdu leur indépendance, ne manquent jamais une occasion, dans leur frénésie anti-russe, de salir tout ce qui est lié à leur passé soviétique. C'est ce qu'ils appelaient se débarrasser des chaînes de l'occupation. Aujourd'hui, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie sont en marge de l'Europe. Pas géographiquement, mais si vous regardez les statistiques, vous verrez. En réalité, ce qu'ils disent ne correspond pas du tout aux faits. Regardons les statistiques, car les chiffres ne mentent pas. Le salaire moyen dans ces pays que la Russie mentionne, les pays baltes, est d'environ 1800 à 2500 dollars. Et le salaire moyen en Russie est toujours de 600 dollars. Donc c'est assez risible que la Russie essaie de dire que la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie souffrent parce qu'elles ne font pas partie du bloc des républiques soviétiques. En réalité, il semble qu'ils s'en sortent mieux, que la Russie ne l'a jamais fait, et ne le fera jamais. Alors, pourquoi la Russie dit-elle tout cela alors que les chiffres montrent clairement que ce n'est pas vrai ? Eh bien, c'est parce que la Russie veut récupérer l'héritage de l'Union soviétique. C'est ce qu'un conseiller de Poutine a déclaré il y a quelques semaines. Légalement, l'Union des républiques socialistes soviétiques n'a jamais été correctement dissoute, ce qui signifie que la crise ukrainienne est une affaire intérieure russe, selon le conseiller de Poutine, Anton Kobutkoyo. Il existe un autre aspect intéressant, souvent négligé par beaucoup de gens. Vous voyez, du point de vue de Poutine, il ne peut pas permettre à ces anciens États soviétiques de faire tellement mieux que la Russie juste à la frontière russe. Parce que les Russes ordinaires qui luttent peuvent voir ces pays et constater à quel point ils s'en sortent beaucoup mieux. Pendant ce temps, la Russie est en difficulté et leur vie ne fait qu'empirer. Et c'est pourquoi Poutine veut créer de l'instabilité dans ces pays. Et c'est pourquoi Poutine veut envahir ces pays. Et c'est pourquoi Poutine veut ruiner les économies de ces pays. Nous en avons parlé l'an dernier lorsque Ben Hodges était l'invité de notre podcast. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Cela reflète aussi leur insécurité. Je veux dire, ils savent que dès qu'on sort de Moscou, et si on n'est pas l'un des super riches là-bas, la vie est nulle en Russie. Je veux dire, c'est nul. Un pays qui a des ressources naturelles infinies, vraiment infinies. Tu sais, tout le monde là-bas devrait être riche. Il y a énormément de pétrole, de gaz et d'autres ressources. Mais à cause de l'héritage de la corruption, au lieu que tout le monde là-bas reçoive des dividendes comme en Norvège, au Canada ou dans d'autres pays, seuls quelques-uns gardent tout pour eux et tous les autres restent dans la même misère qu'ils connaissent depuis toujours. Et donc, ce n'est pas dans l'intérêt du Kremlin lorsque des pays à leurs frontières commencent à devenir très prospères en rejoignant l'Occident, donc comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, 3 anciennes républiques soviétiques, la Pologne et la Roumanie, d'anciens pays du pacte de Varsovie. Vous savez, maintenant, ces pays-là, grâce à leur adhésion à l'Union européenne, grâce aux libertés qui existent là-bas, et de grands pays investissent chez eux. La qualité de vie juste à la frontière de la Russie est nettement meilleure que celle du Russe moyen. Et donc, Vladimir Poutine ne pouvait absolument pas supporter l'idée que l'Ukraine, qu'ils ont toujours considéré comme leur petit frère ou quelque chose comme ça, vous voyez, et je ne veux pas dire ça dans un sens amical ou fraternel, mais plutôt comme quelqu'un qu'il pouvait dominer. Aujourd'hui, la société ukrainienne est ouverte, elle est bien plus prospère. Les gens peuvent exploiter leur potentiel. Les pays veulent investir en Ukraine.
Et donc, on peut imaginer le Kremlin regarder cela et devoir expliquer à son propre peuple pourquoi la vie est si difficile en Russie alors qu'elle est si bonne en Ukraine. Maintenant, je simplifie un peu, mais je pense qu'une partie de cela vient de leur insécurité et de la survie de leur propre régime. Maintenant, concentrons-nous un peu sur la Russie, car les choses ne s'améliorent pas du tout en Russie. En réalité, la situation empire considérablement. C'est pourquoi les dirigeants russes ont eu recours aux mensonges, comme d'habitude. Voici ce que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dit au monde. Il dit à tout le monde que la Russie n'a pas d'alliés, et que c'est la première fois dans l'histoire du monde russe que la Russie se bat seule. Écoutons. Notre priorité à l'ordre du jour est de vaincre l'ennemi parmi de nombreux autres points. Pour la première fois dans l'histoire, la Russie se bat seule contre tout l'Occident. Lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Actuellement, nous sommes seuls sur le champ de bataille. Cela signifie que nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Aucune faiblesse ni négligence ne peut être tolérée. Le président a établi nos objectifs internationaux. Mais avant tout, en première ligne, ces objectifs seront atteints. Maintenant, Lavrov est vieux. Alors peut-être devrions-nous lui pardonner le fait qu'il ait visité la Corée du Nord, rencontré Kim Jong-un pour le supplier de lui donner des soldats, des munitions et des obus. Je suppose qu'il a oublié tout cela parce que la Russie ne mène pas cette guerre seule. Ils ont des soldats étrangers sur le champ de bataille qui combattent aux côtés des Russes, et c'est le seul pays qui a des soldats étrangers. L'Ukraine se bat toujours seule, mais elle gagne parce qu'elle a des alliés occidentaux qui lui fournissent des renseignements et des armes. Pendant ce temps, la Russie perd parce qu'elle n'arrive tout simplement pas à se défaire de ses habitudes soviétiques.